Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous voulez réduire les inégalités? Essayez la peste noire. Try the Black Death. Tel était en février 2017 le titre d'un article du Washington Post rendant compte du livre d'un professeur éminent de classics, d'histoire ancienne, à l'université de Princeton, Walter Scheidel, qui a été traduit en français il y a un an sous le titre « Une histoire des inégalités de l'âge de pierre au XXIe siècle ». De l'âge de pierre, oui, cédant à la pente harariste, disons, du nom de Yuval Noah Harari, Sapiens et ses dérivés, cédant à la pente harariste de l'essayisme global, Walter Scheidel se risquait à esquisser une histoire mondiale du coefficient de Gini, qui est, vous savez, la mesure statistique qui permet d'évaluer la répartition d'une variable, en l'occurrence ici la part de la richesse globale tenue dans une société donnée par les 10% les plus riches, et ce, effectivement, depuis le néolithique. Cela suppose évidemment d'agréger des données pré-statistiques avec des données statistiques très hétérogènes, d'où des problèmes méthodologiques complexes. Je renvoie sur ce point aux travaux récents des économistes italiens Guido Alfani et Matteo Di Tullio qui complètent très en amont les séries statistiques de Thomas Piketty qui, elles, sont plus solidement assurées depuis, disons, la fin du XVIIIe siècle. Et à partir de données qui sont disparates, discontinues, collectées, ou plutôt interpolées dans quelques villes italiennes, Alfani note que la part de la richesse détenue par les 10% d'Européens les plus riches était tombée de 65% à 50% en 1350, demeurait pendant 2 siècles à ce niveau avant d'entamer une lente remontée, ne retrouvant leur point de départ qu'au début du XVIIIe siècle, le dépassant considérablement jusqu'au début du XXe siècle et les chocs de l'après-guerre. Mais là, on retrouve l'histoire des inégalités calculées par Thomas Piketty, donc celle d'une lente marche vers l'égalité, contrariée depuis les années 1980. Évidemment qu'on aurait bien des raisons, et des raisons sérieuses, de récuser en doute les rétroprojections hasardeuses de Walter Scheidel. Reste qu'il a le mérite, comme le souligne justement Louis Chauvel dans la traduction française parue chez Actes Sud, il a le mérite donc de manier des idées désagréables, proprement horripilantes, en tout cas qui prennent à rebrousse-poil une des croyances les plus solidement établies chez les modernes, qui consiste à lier le processus de civilisation à la paix sociale. Scheidel soutient l'idée inverse, bien plus déplaisante, qui noue l'idée de catastrophe à celle de progrès. Et c'est aussi ce qu'on tente, d'une certaine manière, de faire cette année. L'égalité serait la résultante d'une violence extrême dans le sillage de ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'apocalypse inégalitaire, la guerre, l'épidémie, la révolution, l'effondrement des États. Voici pourquoi, en 2017, l'article du Washington Post proposait d'essayer la peste noire pour réduire les inégalités. C'était, vous l'aurez remarqué, avant le déclenchement de la pandémie actuelle, qui a immédiatement relancé, et y compris sous la plume de Walter Scheidel dans un article du New York Times d'avril 2020, la pulsion comparatiste entre 1348 et aujourd'hui. Parce que, à ce moment-là, je veux dire, dès le premier trimestre 2020, les premiers rapports de la Banque mondiale, du FMI, convoquaient l'histoire des précédents épidémiques, vous l'avez vu ensemble, la grippe espagnole, mais pas seulement, et jusqu'à la peste justinienne, pour évaluer le risque de troubles sociaux. Et c'est ce lien entre surmortalité
inégalité sociale et révolte politique que je vous propose d'éclairer aujourd'hui et la semaine prochaine en diptyque, en affirmant d'emblée le paradoxe suivant: s'il existe un risque épidémique, tel du moins que l'expriment ceux qui, au Moyen-Âge, tiennent la plume, c'est-à-dire plutôt des dominants, c'est bien le risque du nivellement des fortunes, la surmortalité entraînant un manque de main-d'œuvre qui tire les salaires à la hausse. Les humbles rechignent à travailler, s'indigne le chroniqueur du prieuré de Rochester, et un triple salaire suffit à peine à les convaincre de servir les grands de ce monde. Voilà assurément le scandale moral. Pour prendre un autre exemple, extrait d'un décret florentin du 9 octobre 1348, analysé par Aliberto Falsini dans son article classique de 71, Firenze dopo il 348, alors que beaucoup de citoyens étaient devenus pauvres, certains pauvres devenaient riches. Se désolent-ils? Et évidemment, très intéressant d'y repérer le double scandale, en vérité. Celui de l'appauvrissement. Certains citoyens riches deviennent pauvres, puisque au Moyen-Âge, ce n'est pas la pauvreté qui est scandaleuse. Elle fait partie de l'ordre providentiel. Dieu, dans sa très grande miséricorde, a voulu qu'il y ait des pauvres pour sauver l'âme des riches. Ainsi, l'Église, sa fille très obéissante, organise le circuit de la charité, accessoirement pour sauver la vie de ceux à qui on donne, mais surtout pour sauver l'âme de ceux qui donnent. En revanche, l'appauvrissement, c'est évidemment une blessure morale. Que des pauvres deviennent riches sans être secourus charitablement en est une autre et blesse assurément le bel ordonnancement de ce plan divin. C'est donc bien dans les termes d'une économie morale, j'y reviendrai à la toute fin, qu'on doit comprendre l'histoire que je vais raconter aujourd'hui. Et pour l'entamer, je vous propose de nous transporter dans les Abruzzes, cette fois-ci, nous étions à Warham Percy la semaine dernière, dans les Abruzzes, à L'Aquila plus particulièrement. L'Aquila, la ville aujourd'hui est célèbre pour avoir subi un violent séisme en 2009. Elle fut fondée au milieu du XIIIe siècle comme une ville nouvelle, à l'issue d'une opération ambitieuse d'inurbamento programmée à partir du synécisme d'une soixantaine de castelli et d'habitats groupés. Seulement le problème, c'est qu'elle est située sur un système de failles qui rejoue régulièrement. Et cela avait déjà été le cas en 1349, un an après l'arrivée de la peste dans la ville, qui, elle, frappe dès mai-juin 1348. Dans un bel article de la revue Le Moyen-Âge paru en 2014, Pierre Toubert éclaire ce double événement à partir d'une source remarquable et méconnue, qui est la chronique rimée de Buccio di Ranallo, qui est probablement rédigée dans les années 1360. Rédigée sous forme de 1256 quatrains, quatrains rimés en heptamètres accouplés, en un italien rugueux, le grand érudit des Lumières Muratori, qui l'accueille dans sa série des Antiquitates des Ries, qualifie ces vers de rozzi, de rustique. Mais évidemment, la valeur documentaire de cette chronique rimée n'est pas là, elle est exceptionnelle en ceci qu'elle est fondée sur le témoignage direct de choses vues, au sens propre des choses vues. La succession des i au vidi, moi j'ai vu, scande le récit de Buccio, qui culmine dans un arc narratif rassemblant non pas deux, comme je l'ai dit, mais trois événements. La peste de 1348, le tremblement de terre
de 1349 et le pèlerinage à Rome de l'année jubilaire 1350, point d'orgue d'une épopée lyrique qui rappelle de manière très lucide, et en tout cas avec une perspicacité assez rare, que l'Église est la grande bénéficiaire de la crise épidémique qui voit affluer vers elle les dons, les legs, les demandes de messe. Mais Buccio n'a pas, semble-t-il, de sympathie pour les populares, il exalte au contraire le courage de l'aristocratie communale qui gouverne la ville, affirmant que la morte alta, la mort haute, comme si on était à Venise et que tout était ennoyé par cette vague épidémique, la mort haute de l'épidémie, eh bien, est tenue et contrariée et endiguée puisque les élites reconstruisent la ville après la destruction. Même si la peste noire est décrite comme une épidémie universelle, une peste générale comme on n'en avait pas vu depuis le déluge, écrit-il, c'est dans cet horizon civique que prend place le récit, ce qui lui vaut et sa célébrité locale et son oubli postérieur. On trouve dans ce récit les motifs narratifs attendus sur la solitude des mourants, la désorganisation funéraire, le dérèglement des mœurs parmi les survivants, cette brusquerie aussi de recommencer vite la vie, finita la moria, le uomini reaccellaro. Il s'adonne, notamment en toute hâte, à la prescia dello rimaritare, à la pression de se remarier, hommes et femmes, jeunes et vieux, enfin surtout les vieux hommes, il faut reconnaître. Ainsi voit-on le désolant spectacle de ces vieillards de 80 ans convolant en juste mais secondes noces avec des jeunes filles à peine nubiles. Buccio fustige la lâcheté des élites, il décrit la fuite des riches, la lâcheté des médecins, la rapacité des clercs qui recyclent les mêmes cierges pour plusieurs enterrements. Donc tout cela nous amènerait effectivement à rabattre son récit sur, disons, les topoi du récit de peste. Mais il a vu, et il mesure, et il note, et il évalue. Le prix de la cire a doublé malgré les ordonnances communales qui avaient été très tôt promulguées, écrit-il, pour encadrer les tarifs de la cera delle ecclesia, entendez, de la cire destinée à la confection des cannelles et des bougies, des cierges. C'était là un remedio, une sorte de remède qui devait assurer aux plus pauvres des funérailles décentes, mais cela n'a pas été le cas. Les prêtres bâclent le travail, 2 versets, 3 réponses, et puis on l'enterre. Surtout, il analyse précisément les conséquences sociales et économiques, notamment sur la hausse des prix alimentaires. Et comme l'écrit Pierre Toubert, Buccio met sa veine épique au service d'une mercuriale de la famine. Et c'est cela qui nous met sur la piste aujourd'hui. La piste d'un tableau qui tentera de prendre la juste mesure de la conjoncture économique européenne de part et d'autre de la coupure de 1348, si coupure il y a, pour évaluer cette dynamique de la pénurie à partir des mercuriales de la famine. Alors, j'y reviens rapidement, on l'avait suggéré la semaine dernière, la déprise agricole après la peste noire ne provoque pas d'effondrement, mais une reconfiguration des terroirs, une réorganisation des productions et des espaces cultivés. Et le fait général, le plus massif, est que la baisse de la population entraîne une diminution de la pression sur la production céréalière. Et la première conséquence, qui est massive, qui est générale, qui est européenne, c'est la
c'est que les cours du blé sont désormais orientés à la baisse, sauf flambée brutale. Donc, les blés pauvres, comme le seigle, le millet, l'orge, sont peu à peu délaissés par rapport au froment, autrement dit, et beaucoup de témoins le notent, mais pour le déplorer, pour le regretter comme justement un dérèglement moral, les paysans ont mangé leur pain noir, à eux désormais le pain blanc. Deuxième conséquence, cela incite les propriétaires évidemment à se tourner vers des productions plus rentables, les anciennes terres céréalières, qui avaient été gagnées, comme on l'a vu, aux limites de l'écosystème, et donc sur des terroirs fragiles, pouvant se transformer en zones de pacage, en prairies de fauche. C'est le cas en Marème, par exemple, ou dans la plaine padane, pour se reconvertir dans l'élevage des bovins laitiers, mais évidemment, la transformation la plus spectaculaire, outre celle déjà évoquée des enclosures en Angleterre, c'est le développement de l'élevage transhumant du mouton mérinos en Castille. On estime aujourd'hui que le cheptel ovin double de 1300 à 1400, passant de 1,5 million à 3 millions de têtes. Et cet élevage spéculatif, qui complète un élevage traditionnel toujours présent mais peu documenté, prend le premier rôle dans l'historiographie, c'est la fameuse Mesta. Mais cette transformation à grand spectacle prend ailleurs d'autres formes, essor de la riziculture dans la plaine du Pô, de la canne à sucre en Sicile, du mûrier en Toscane, qui répondent à chaque fois à la demande des activités urbaines, notamment en matière textile et tinctoriale, mais aussi à la diversification des consommations alimentaires. Et la conséquence, elle est lisible dans l'archéologie, y compris dans l'habitat rural, avec une amélioration du bâti, mais aussi de la qualité et de la quantité des objets du mobilier. Ce sont les fameux standards de vie analysés dès les années 1990 par Christopher Dyer, et que, d'une certaine manière, les progrès de l'archéologie n'ont cessé de documenter. Ainsi peut-on mieux éclairer ce paradoxe archéologique constaté la semaine dernière, notamment en contexte urbain, où les archéologues qui font de l'archéologie préventive ne lisent pas la crise du XIVe siècle, mais voient les villes se remplir d'objets. Eh bien, au fond, ce développement de la vie matérielle pourrait nous faire dire à la mode péréquienne que le monde d'après la peste, entendez le monde depuis ce qu'elle énonce, ce sont les choses. Mais évidemment, il ne faut pas se laisser griser par cette impression d'ensemble, favorable. Donc, le mouvement de concentration foncière qui a été amorcé dans les années 10 et 20 du XIVe siècle s'accélère avec parfois la constitution de grands domaines latifundiaires en Sicile, mais aussi plus tard au XVe siècle dans les plaines du centre et du nord-est de l'Europe, en Hongrie, en Pologne, en Prusse, dans les pays baltes, provoquant les fameux nouveaux asservissements, comme l'ont montré Monique Bourin et Paul Friedman. Dans les hautes terres du Jura, pour varier un peu les exemples, l'abbaye impériale de Saint-Claude maintient une forme ancienne de servitude sur les populations rurales. Celles-ci ont été rudement éprouvées par la peste, même si les signes de reprise économique se font sentir là dès les années 1380. Comme l'a montré Vincent Coriol dans sa thèse, on ne saurait sous-estimer la désorganisation profonde que l'épidémie a provoquée dans la gestion de l'abbaye. Par exemple, on a une ordonnance de 1367 qui est rendue par l'abbé Guillaume de Beauregard à l'adresse de tous les officiers sous forme d'un rappel à l'ordre qui donne la mesure de ce que l'historien appelle une certaine panique face à la brutalité des temps. Alors, évidemment, c'est comme
précédemment, il est toujours difficile d'interpréter tant nous nous sommes habitués à relativiser le lamento des clercs dès lors qu'ils gémissent sur le délabrement des bâtiments ou l'abandon moral des prêtres. Il est difficile donc d'évaluer au fond la vérité de ce sentiment d'urgence. Reste que, d'une certaine manière, il escorte et il justifie ce sentiment d'urgence la reprise en main, la mainmise de la seigneurie de l'abbé de Saint-Claude sur les serfs qui s'alourdit nettement après 1350 en prenant des formes juridiques plus strictement contraignantes. Par exemple, ce n'est plus la taille qui définit le serf à Saint-Claude, mais la main morte, donc une restriction successoriale qui verrouille les héritages et donc les conditions. Mais en Angleterre, le renforcement du servage passe surtout par une contractualisation croissante des liens de dépendance entre seigneurs et paysans, ce qui provoque une intense polarisation sociale. Dans ce tableau, il faut aussi, peut-être surtout, ajouter ce que Jacques Le Goff a appelé le retour de la faim dans l'Europe de la fin du XIIIe siècle. C'est-à-dire que pour saisir d'une certaine manière les paradoxes de ce tableau social, on sent bien qu'il y a un mouvement vers, disons, l'égalisation des fortunes et des conditions, il faut partir un peu en arrière et saisir au fond ce qu'a produit la pénurie depuis 1300. Et d'ailleurs, comment l'appeler, ce manque pénurique? Lorsqu'elle ne prend pas les formes paroxystiques de la famine, dont toutes les expressions vernaculaires hunger, hungersnot, hambre en espagnol, proviennent de la fames latine, donc de la faim, la pénurie alimentaire se dit carestia. Faut-il faire dériver son étymologie latine de carere, le manque, ou de carus, le prix excessif, cette cherté que l'on trouve aussi dans l'anglais dearth, et peut-être, mais c'est disputé, le français disette. En tout cas, cette discussion lexicale sur les mots de la faim, qui renverrait soit au manque, soit à la cherté, recoupe le débat historiographique sur le mécanisme des famines, qui ont donc précédé et préparé l'arrivée de la peste noire. Je renvoie sur ce point à la très belle enquête collective dirigée en 2004 par Monique Bourrin et François Menant, qui est un exemple remarquable d'adaptation épistémologique de l'historiographie médiévale aux évolutions de la pensée économique. Puisque ce sont les travaux de l'économiste indien Amartya Sen qui lui vaudront le prix Nobel d'économie en 1998, mais qui étaient établis, pour ce qui nous intéresse, dès la fin des années 70, qu'on doit au fond, disons, libérer l'explication empirique des grandes famines du XXe siècle des deux schémas de causalité qui dominaient alors, la contrainte démographique et le risque naturel. Amartya Sen, qui s'appuyait notamment sur la famine de 1943 au Bengale, qui n'était pas une conséquence directe de la guerre contre le Japon, mais une conséquence du boom commercial causé dans les villes par cette guerre, il a montré que ce boom avait provoqué une flambée des prix, non par la contraction de la production, mais par l'augmentation de la demande. Donc, ce n'est pas la baisse de la quantité de nourriture disponible qui provoque la disette, c'est l'augmentation des prix. Et en ce sens, c'est bien une carestia. Au Moyen-Âge, évidemment, c'est le plus souvent, enfin, même pas le plus souvent, parfois suscité par, voilà, par exemple, un accident climatique, une mauvaise récolte, mais pas tout le temps.
Dès lors, la disette devient un phénomène social, mais aussi politique. La capacité à se procurer de la nourriture se gagne par ce que Sen appelle des droits d'accès. Lorsque ces droits d'accès s'effondrent pour une partie importante de la population, il y a famine. Ça veut dire que, rapporté aux situations médiévales, ce modèle majore le rôle des effets de marché, c'est-à-dire des effets de la commercialisation et de l'information. C'est ce qu'a montré l'enquête de Pere Benito sur l'internationalisation de la disette du fait de l'existence d'un marché européen et méditerranéen des grains, et ce, dès le XIIIe siècle. Il n'est pas douteux, et on l'a dit l'année dernière, que le tout-monde de la peste soit celui des mondes interconnectés de l'Eurasie, un système-monde réticulaire, global et discontinu, dont la diffusion épidémique révèle les lignes de force, les nœuds, les failles, les hubs. Reste que l'historiographie a tout de même longtemps été fascinée par le commerce à longue distance des produits de grand luxe, soie et épices, parce que c'est un commerce qui est intensément et spectaculairement documenté. Mais ce n'est pas lui qui constitue le vecteur épidémiologique le plus puissant. Il faut là encore ramener à des ordres de proportion. En relisant la fameuse Pratica della Mercatura, rédigée en 1340 par Francesco Balducci Pegolotti, qui est l'agent de la compagnie florentine des Bardi à Chypre, Janet Abou Lugold a montré que l'approvisionnement en soie chinoise de la ville de Lucques, alors la principale cité soyeuse d'Europe, et qui d'ailleurs a profité largement, après la peste noire, de la diversification et de la diffusion des consommations vestimentaires. Ça, ce sont les travaux d'Alma Poloni qui l'ont montré. Enfin bref, à Lucques, donc, le haut lieu, le point d'arrivée de ces fameuses routes de la soie, dans les meilleures années, tout l'approvisionnement de soie chinoise tient en 6 charrettes. Donc, on est quand même très loin de ce que la propagande de Xi Jinping entend imposer au monde entier. Ça n'a rien à voir, effectivement, simplement, avec le grand commerce des pondéreux, et en particulier l'internationalisation de la commercialisation des grains, qui est le fait essentiel au XIIIe siècle et qui explique d'ailleurs très exactement les routes de la peste sont là. Ce n'est pas celle du grand commerce, c'est effectivement le trafic des pondéreux. Évidemment que ça suscite de la spéculation. Après les mauvaises récoltes de 1346-47, l'archevêque de Narbonne fait vendre son vieux blé stocké dans ses silos à ses différentes baillies. La comptabilité du duc de Savoie révèle qu'il retient de grandes quantités de blé issus du prélèvement seigneurial pour les mettre sur le marché quand les prix sont au plus haut. Alors si on veut être charitable, on dit mais c'est pour faire baisser les prix. Mais au passage, tout de même, il contrevient à justement ce qu'on appellera l'économie morale, ce qui concerne aussi des comportements individuels. Ainsi apprend-on à lire l'interrogatoire de l'évêque de Pamiers, Jacques Fournier, fameux, qu'en 1314, en Catalogne, on reprochait au berger Pierre Maury, qui faisait alors paître ses bêtes au-dessus de Tarragone, de ne pas avoir de lui-même réduit sa consommation de céréales pour ses bêtes, comme il aurait dû le faire. Donc on voit très bien que ce qui provoque le dérèglement de ce marché international des grains, donc qui permet d'expliquer la crise économique qui précède la peste et explique en partie son impact meurtrier, sont des phénomènes sociaux et politiques. Il convient de rappeler que si la chronologie des mauvaises récoltes n'est pas la même du nord au sud du continent européen entre 1250 et 1350,
une seule récolte s'avère désastreuse partout, c'est celle de 1347. Voilà ce qui fait de l'arrivée de Yersinia pestis cette tempête parfaite, si bien décrite par Bruce Campbell. Mais évidemment, elle ne vient pas de nulle part. La grande famine de 1315, abondamment documentée par les archives manoriales anglaises, avec des étés froids et humides, se poursuit jusqu'à l'hiver glacial de 1317-1318, un pic du tragique qui est suivi par une épizootie. Le cheptel est dévasté par les maladies ou parce qu'on les a mangés, et le prix du bétail donc reste si élevé que les familles paysannes modestes ne peuvent reconstituer leurs troupeaux. Donc la reprise commence en 1322, mais sans baby-boom. C'est un modèle particulièrement meurtrier qui vaut pour la France, pour l'Allemagne du Sud, pas tellement au-delà de l'Europe du Nord-Ouest, avec effectivement des spécificités aggravantes qui doivent avoir des causes environnementales, mais aussi politiques, puisque l'effondrement des droits d'accès aux denrées alimentaires est moins marqué dans les villes de Méditerranée, pas nécessairement parce que les idylles y sont plus justes ou désintéressés, mais au contraire parce que les politiques de bien commun y sont prises sous la pression de la crainte des colères populaires. Reste que cette crise des années 30, des années 1300, a d'autres caractéristiques dans les pays méditerranéens que l'enquête collective internationale de Monique Bourin, Sandro Carocci, François Menant et Luis Figueras a permis de mettre en avant. Elle explique comment les populations européennes affrontent le choc de 1347 très affaiblis. Affaiblis biologiquement, d'abord, parce que ceux qui étaient enfants dans les années 1310-1320 et qui ont survécu survivent avec une espérance de vie très abrégée et un très faible taux de fécondité. Ça, c'est de toute façon un fait biologique qui est avéré depuis longtemps. Et elles sont aussi affaiblies financièrement parce que endettées par l'achat des récoltes sur pied, le pré-surgage foncier, la constitution des rentes. Donc, gagnants et perdants, l'écart se creuse, écrivent les auteurs et autrices à l'issue de cette étude de la polarisation et du raidissement social, ce qui empêche de brosser un tableau d'ensemble de l'économie d'avant la peste noire. L'image qui s'impose, je les cite encore, est celle d'une mosaïque de situations dont les échelles s'imbriquent à l'infini. Donc c'est avec ces précédents qu'on doit comprendre le choc de la peste noire, et qui est, lui, inversement, plutôt un choc d'égalisation, mais un choc qui va être asymétrique. Même à l'échelle de l'Angleterre, c'est l'impression qui domine à la lecture du dernier livre de Mark Bailey, After the Black Death, paru à la fin de l'année 2021, et qui fait le point d'une historiographie ancienne, abondante, remarquable, réévaluant globalement l'impact de la peste noire sur les transformations socio-économiques de l'Angleterre, l'arrachant de ce point de vue à cette double fascination de l'historiographie anglaise pour l'encadrement manorial et pour la révolte des travailleurs de 1381, réévaluant surtout, en fait, cet impact régionalement en fonction des configurations de marché. On peut estimer que le marché est la nouvelle idole de cette historiographie anglo-saxonne. Mais on pourrait multiplier les exemples. Dans les Pays-Bas, par exemple, comme l'a montré Wim Blokmans, le Brabant est relativement épargné par les effets démographiques et économiques désastreux de la première vague, qui frappe en revanche de plein fouet l'Artois et le Hainaut, mais disons épargné relativement en 1348, il est plus rudement affaibli par l'endémisation de la peste à partir de 1360. Si on fait des modélisations économétriques, comme ont tenté de le faire à la Washington University Rémi Jedwab et ses co-auteurs, donc là on est dans la modélisation économétrique très poussée,
le rythme et l'ampleur de la reprise urbaine dans 165 villes européennes qui, globalement, mettent 2 siècles pour retrouver leur population d'avant 1347, témoignent d'une très forte hétérogénéité de ces reprises, qui s'explique en partie par cette logique malthusienne, c'est-à-dire les rattrapages les plus rapides interviennent là où la mortalité a été la plus élevée, mais pas seulement. Il y a bien entendu des gagnantes et des perdantes, là encore. Parmi les gagnantes, citons Milan, Anvers, Genève, Nuremberg, Lisbonne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de déclassement majeur. C'est-à-dire l'indice global de la pente de reprise urbaine, slope, si il est à 1, ça veut dire que toutes les villes ont retrouvé leur rang exact dans la hiérarchie. Il est à 0,86. Ça veut dire qu'il y a eu quelques déclassements et reclassements, mais il n'y a eu aucune grande ville qui est devenue une petite ville ou petite ville qui est devenue une grande ville. Bon. Au passage, Hiroshima et Nagasaki, montrent les auteurs, ont retrouvé leur rang exact dans la hiérarchie urbaine japonaise dès 1960. Donc il y a des variations très fortes qui n'empêchent pas, et à mon avis, au contraire, historiographiquement, qui stimulent d'autres historiens à élargir la focale et à proposer des schémas globaux d'explication comme ceux sur lesquels j'ai commencé la séance. La peste est prise aujourd'hui dans les raies narratifs des grands scénarios des divergences, grandes divergences, petites divergences, longues divergences, qui classent le monde en blocs susceptibles de préparer, peut-être même de justifier, le grand partage entre les pays colonisateurs et les pays colonisables. L'entreprise historiographique de Bruce Campbell, qui modélise le scénario à grand spectacle de la Great Transition, de la fin du Moyen-Âge, consiste au fond à mettre les médiévistes dans la course de la grande divergence, au sens de Kenneth Pomerance, celle qui séparerait les destins de l'Asie et de l'Europe occidentale au XVIIIe siècle. La première expérience historiographique consiste par exemple à conduire une histoire comparée des effets de la peste noire en Angleterre et en Égypte, suivant les travaux de Stuart Borch. Et il convient d'emblée de préciser que la commensurabilité est globalement établie par une symétrie possible des régimes documentaires, puisqu'ils sont aussi intensément produits et conservés dans l'Égypte mamelouk que dans l'Angleterre. Et donc on peut effectivement comparer des courbes de prix et de salaire dans les deux systèmes étatiques du fait, je le répète, d'une symétrie documentaire. Il apparaît que l'effondrement de la production agraire est durable en Égypte du fait d'une dépopulation rurale qui a entravé l'entretien du système d'irrigation, dans un système évidemment agraire tout à fait particulier, et qui, d'une certaine manière, ne se remet jamais de cette grande catastrophe, vue d'ailleurs par Al-Makrizi, par tous les auteurs égyptiens. Stuart Borch calcule donc l'évolution du revenu par tête en Égypte, alors ça on peut y croire ou pas, qui chute de l'indice 1 en 1350 à 0,4 en 1400, et qui y demeure jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle, où il entame une très légère hausse. À partir de ces évaluations économétriques, et vous voyez, je tente là encore, même si ce n'est pas tout à fait mon genre, de les prendre au sérieux le plus longtemps possible, l'historien turc Şevket Pamuk a modélisé ce rôle de la peste noire dans la grande divergence qui favorise à long terme l'Europe nord-occidentale par rapport à la Méditerranée orientale, et les pays gagnants seraient donc caractérisés par, et attention, ça commence à nous intéresser, les grandes mortalités et les hauts salaires dans la longue durée. Ailleurs, au fond, l'équilibre pénurique maintient une main-d'œuvre
abondante, qui n'a pas, disons, les moyens de négocier une hausse de salaire. C'est cette pénurie constante de main-d'œuvre qui susciterait une plus grande mobilité sociale pour Pamuk, une urbanisation relancée, une productivité simulée, une pression continue sur l'innovation, innovation technique, innovation sociale, innovation politique. À l'intérieur même du continent européen, poursuit Guido Alfani dans une étude récente, la peste aurait provoqué un choc asymétrique, ce qu'on appelle maintenant la petite divergence entre le sud et le nord. C'est particulièrement net en Italie, mais plutôt à partir du XVIIe siècle. Et dans un livre paru en 2020 sur la construction de l'idée de la peste noire comme catastrophe démographique dans l'historiographie espagnole, je traduis, Guillermo Castan-Lanaspa ouvre à nouveau ce dossier sur une base régionale, montrant que même pendant la crise démographique, le rapport entre population et disponibilité des terres demeure favorable pour l'ensemble de la péninsule ibérique, ce qui n'empêche pas les disettes, mais ce sont des disettes en temps de croissance, comme le montre Anthony Furio pour le royaume de Valence, parce que le peuplement du sud de la péninsule par les conquérants chrétiens, mais aussi l'expansion commerciale et militaire des Catalans et des Valenciens en Méditerranée, stimule la production, oriente la spécialisation, maintient la croissance et donc place l'Espagne hors de ce schéma pénurique qui peut susciter le maintien des hauts salaires. C'est à ça, maintenant, que je veux m'attacher. Il convient de se concentrer sur les effets de la saignée démographique sur le marché du travail, ou plutôt sur les marchés de l'emploi, dont la pluralité définit pour Jean-Yves Grenier l'économie pré-industrielle. Ce mécanisme est parfaitement identifié par les sources narratives. Ainsi, Gilles Le Muisite écrit « La mortalité universelle fit périr tant de cultivateurs de vignes et de terres, tant d'ouvriers de tous les métiers, qu'il y en eut un grand manque. » Premier point. Et il ajoute plus loin « Tous les ouvriers et leurs familles exigeaient des salaires excessifs. » Ce sont ces observations qui ont amené les historiens à postuler un âge d'or du salariat après la peste noire, les travailleurs étant, au fond, les profiteurs paradoxaux de la crise. Restons à Tournai, le poste d'observation de Gilles Le Muisite, abbé de Saint-Martin de Tournai, dont la chronique fait partie d'ailleurs d'un ensemble littéraire beaucoup plus vaste, qui doit être appréhendé pour lui-même si l'on veut évaluer la portée de son témoignage, parce que c'est un témoignage qui ressort à la fois de l'édification personnelle et de la volonté réformatrice. Restons à Tournai, donc, pour comprendre que, évidemment, ce propos de Gilles Le Muisite a une portée morale très appuyée, y compris, par exemple, lorsqu'il insiste sur le relâchement des mœurs de ses contemporains, les clercs, qu'il insiste sur le dérèglement des normes vestimentaires, par exemple. Là, il y a un effet d'intertextualité, comme l'a montré Claire Billen, parce que, en fait, il cite son prédécesseur lointain, Hériman, abbé du monastère bénédictin de Saint-Martin, qui avait réformé dans la première moitié du XIIe siècle l'abbaye et qui y évoquait des mesures prises par l'évêque Radbod II contre la tenue indécente de la jeunesse dorée de Tournai juste avant l'épidémie de 1089-1090. Donc c'était parce que les jeunes se fringuaient mal qu'on a été châtié. Et cette épidémie, c'est la maladie, ce qu'on appelle le feu de Saint-Antoine, ou le mal des ardents, ou la peste de feu, qui est due à l'ingestion d'alcaloïdes qui est produit par l'ergot du seigle, qui est une maladie mortelle, terrifiante, qui provoque des gangrènes aux extrémités des membres et donne l'impression effectivement de brûler de l'intérieur. Donc on voit bien que lorsque Gilles Le Muisite
parle de ces dérèglements moraux, en fait, il a un projet d'édification morale, à la fois de réforme personnelle et de réforme politique de son ordre, qui renvoie à l'histoire, à la fois intertextuelle et locale, de son abbaye. Mais ça n'empêche pas d'essayer de comprendre effectivement le rapport que cette observation peut avoir avec la réalité observée. Et là, la publication toute récente par Claire Billen et Marc Beaune des bans et édits de la ville de Tournai en temps de peste, 1349-1351, qui permet de documenter le maintien de la politique municipale pendant l'épidémie à un niveau intense, cette publication, donc, permet de confronter le témoignage de Gilles Le Muisite aux documents de la pratique. Tournai est une enclave française dans l'espace flamand économique, et donc la ville est soumise aux mutations monétaires du royaume et à l'affaiblissement de la monnaie qui efface presque totalement l'effet de l'augmentation nominale des salaires. C'est cela qui fait d'ailleurs réagir le magistrat. Le 5 janvier 1350, c'est le bon 79, il ordonne que s'il qui sonne le bancloc, la grosse cloche de la commune, là où ils avoient 15 deniers, et ils en aient 18 pour ce que l'immonnaie est si faible. Donc là, on a une ordonnance municipale qui augmente les salaires parce que ces salaires nominaux se dévaluent. Et le 4 mai de la même année 1350, on ordonne que l'accord entre les drapiers et les teinturiers qui concernait les salaires de ces derniers et devait courir jusqu'au 1er octobre puisse être révisé avant du fait de la dévaluation. Donc, cet exemple-là montre entre une source littéraire et des documents de la pratique qu'il faut l'augmentation nominale des salaires, qui est partout attestée. Par exemple, Bronisław Geremek a calculé que les salaires des tailleurs de pierre et des ardoisiers triplent à Paris après la peste noire. Elle est partout attestée, mais uniquement lorsqu'on s'intéresse, disons, aux contrats de louage, qui ne documentent pas le travail à la tâche, qui fixe le montant des salaires en numéraire, sans enregistrer les prestations en nature qui peuvent le compléter. Elle est donc partout attestée, mais très difficile d'interprétation, surtout si effectivement on doit tenir compte des dévaluations monétaires. Donc, ce qui nous importe finalement, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est de considérer le scandale moral que produit chez les élites gouvernantes, et en particulier dans les monarchies françaises et anglaises, mais on va le voir, pas seulement, la hausse possible des salaires nominaux comme, au fond, un fait politique global. Celui qui nous aide à aller dans cette voie, c'est un sociologue. C'est Robert Castel, dans son grand livre paru en 1995 sous le titre « Métamorphose de la question sociale, chronique du salariat », qui décrit ce qu'il appelle la déconversion de la société féodale, se caractérisant à la fois par déconversion qui se caractérise à la fois par une mobilité déréglée due à la déstabilisation de cette société, qu'il appelle cadastrée, par la désaffiliation générale, mais qui coexiste avec la rigidité renforcée des structures d'encadrement. Telle est pour lui la grande fracture de l'histoire européenne au lendemain de la peste noire, comparable de ce point de vue-là au début du XIXe siècle, où l'on découvre la question sociale sous la forme de la question du paupérisme. Et il part d'un texte législatif bien connu, l'Ordonnance des travailleurs du 18 juin 1349, transformée en statut des travailleurs par le Parlement anglais en 1351. Qu'est-ce qu'on y lit? Parce qu'une importante partie de la population, spécialement parmi les travailleurs, workmen, et les serviteurs, servants, sont morts de la pestilence. Beaucoup, voyant le besoin dans lequel se trouvent les maîtres et la grande pénurie de serviteurs, ne veulent plus servir, à moins qu'ils ne touchent des salaires excessifs. Et certains préfèrent mendier dans l'oisiveté plutôt que de gagner leur vie en travaillant.
Je fais ici une incise. L'ordonnance anglaise est la seule à expliciter le lien entre la peste, ou même la pénurie de main-d'œuvre, et la désorganisation des salaires. Partout ailleurs, elle est implicite. La première mention de la peste noire dans une ordonnance royale en France date de mai 1369. C'est Charles V qui confirme des règlements sur le travail pour la production de draps dans la ville de Châlons-sur-Marne. Cette ville éprouve des difficultés, je cite, pour cause de la mortalité qui plusieurs fois a été en ladite ville depuis l'an 348. On voit apparaître ici la peste comme événement, comme durée, depuis, comme causalité. Mais c'est la première fois, 1369. D'ailleurs, de manière intéressante, Élisabeth Carpentier avait noté la même période de latence, les mentions de temps de peste dans la documentation à Orvieto, pestis presentis, tempore isto pestifero, ne sont vraiment attestées qu'à partir de 1363. Et là encore, cette période de latence, eh bien, on pourra s'en souvenir dès la semaine prochaine. En tout cas, le roi Édouard III prend une série de mesures, dont la première est que chaque sujet, homme ou femme, de notre royaume d'Angleterre, quelle que soit sa condition, libre ou servile, qui est valide, âgé de moins de 60 ans, pas mal quand même, qui ne vit pas du commerce ou n'exerce pas de métier artisanal, qui ne possède pas de biens dont il puisse vivre, ni de terre à la culture de laquelle il puisse s'adonner, et qui n'est au service de personne, s'il est requis de servir d'une manière qui correspond à son état, sera obligé de servir celui qui l'aura ainsi requis. Et il recevra seulement par la place qu'il sera obligé d'occuper les gages en nature, nourriture ou salaire, qui étaient d'usage durant la 20e année de notre règne. Édouard III règne depuis 1327, donc les salaires d'avant la peste, ou une des 5 ou 6 précédentes années moyennes. Et plus loin encore, on précise que si un travailleur ou un serviteur quitte son service avant le temps requis, il sera emprisonné, que les anciens salaires sans plus seront donnés aux travailleurs, et seulement après que les aliments seront vendus à des prix raisonnables. Donc, on dit souvent, ce sont des ordonnances qui règlent des maximums, un tarif, on dirait, pour les prix et les salaires, mais d'abord les salaires, avant tout les salaires, et accessoirement les prix. À quel niveau ? D'après une évaluation de l'historien canadien John Munro, les prix et les salaires en Angleterre sont dans une logique de déflation avant la peste. Les salaires nominaux des ouvriers en bâtiment dans le sud de l'Angleterre passent de 4 à 3 deniers par jour, de 1337 à 1340, puis demeurent 3 deniers par jour à ce niveau très bas jusqu'en 1351. Ça représente une baisse de 25%, de 4 à 2, voilà, qui n'est pas enregistrée avant la crise de 1920. Donc le maximum des années 1335 pour les maîtres artisans n'était pas beaucoup plus élevé que le niveau moyen des salaires au début du siècle. Il avait juste connu un effondrement durant la période de grande famine, pour ça que c'est ça qui est déterminant, puis un rattrapage. Ce qui rend l'ordonnance de 1349 puis 1351 si déraisonnable et cruelle, mais aussi si difficile à appliquer, comme l'écrit John Munro, c'est qu'ils établissent les salaires au niveau d'avant la peste, oui, mais ce niveau était anormalement bas et il se maintient 3 deniers par jour comme salaire d'été maximum de Pâques à la Saint-Michel pour les maîtres maçons et les charpentiers sans viande ni boisson, il reste en application jusqu'en 1444. Ce Code général du travail punit la mendicité, vous l'avez compris, met tout le monde au travail. C'est la même chose avec la grande ordonnance du 30 janvier 1351 de Jean le Bon, qui vise ceux qui tiennent oiseux par la ville de Paris et ne veulent exposer leur corps à faire aucune besogne de labeur en quoi ils puissent gagner leur vie. Ils doivent vider la ville de Paris dans 3 jours après ce cri, ou seront emprisonnés, ou mis au pilori, et à la 3e reprise, marqués au fond au fer rouge. On trouve des dispositions similaires au Portugal, en Aragon, en Castille, en Bavière, mais aussi dans certaines villes, Orvieto, 1350, Florence, Metz, 1356,
Amiens, 1359. En 2007, Samuel Cohn en a proposé une étude comparée qui insiste plutôt sur la diversité des réponses législatives selon qu'elles visent d'abord les travailleurs ruraux ou les travailleurs urbains. Mais je voudrais insister sur quelque chose. C'est que, on va voir, et à partir de la semaine prochaine, il y a plein de manières de contourner, évidemment, ces tarifs. Mais le statut des travailleurs ne fut pas qu'une déclaration de principe. Il comportait des dispositions précises sur son application que les historiens britanniques ont documentées depuis longtemps, identifiant une administration spécifique chargée de la mettre en œuvre, si bien que Robert Palmer, qui a écrit en 1993 un livre essentiel sur le sujet, y voit une mutation politique du gouvernement royal vers une forme d'intrusive government. Les amendes infligées aux travailleurs ayant enfreint ces règles sont attestées. Elles représentent parfois, plusieurs années après la promulgation, le tiers des taxes collectées dans certains comtés. Si la révolte des paysans de 1381 ciblait les hommes de loi, c'était peut-être, comme le suggérait Rodney Hilton dans son étude classique, parce qu'eux avaient eu en charge l'application du statut des travailleurs. Voilà pourquoi l'une de leurs revendications en 1381 est qu'aucun homme ne travaille pour un autre si ce n'est qu'il le choisisse et que le contrat de travail soit écrit, puisque même les conditions serviles et dépendantes sont contractualisées en Angleterre. Inversement, on lit dans le Vox Clamantis du poète anglais John Gower un affolement face au bouleversement que la peste a provoqué sur le marché du travail. Trop va le monde de mal en pis, quand celui qui garde les brebis ou le bouvier à sa place demande à être rétribué pour son labeur plus que jadis on ne payait le maître bailli. Il regrette le temps où le paysan se contentait de manger sa bouillie de fèves et autres grains, et non le pain blanc de froment dont il se gave. Gris étaient leurs vêtements. Lors, pour ces gens, le monde était bien ordonné en son état. Évidemment que Gower est un conservateur, indigné par la révolte de 1381, mais, comme le remarque Mathieu Arnoux, dans Le Temps des laboureurs, il exprime dans sa panique sociale même la philosophie du travail, de ses États, de l'économie morale du XIVe siècle. Robert Boyd a proposé une étude comparée de cette législation, lui aussi, mais en y ajoutant un document essentiel qui demeurait à ce jour inédit, l'ordonnance sur les prix et salaires de Raymond d'Agoult, sénéchal de Provence et de Forcalquier, des 5 et 6 septembre 1348, qui fut mise en délibération lors d'une session des États de Provence convoquée le 23 août 1348. Remarquons sa précocité. Elle s'inscrit dans cette précocité. On pourrait dire c'est la chronologie de la diffusion européenne de la peste. Donc le sénéchal réagit 11 mois après l'irruption de la peste à Marseille, qui se diffuse ensuite en Castille, Aragon et en France. Oui, mais la monarchie aragonaise, elle, légifère au bout de 24 mois, la monarchie française, 32 mois, la monarchie castillane, 3 ans après, comme en Angleterre. On remarque d'ailleurs que ce qui commande cette chronologie, c'est le changement politique. L'ordonnance castillane est promulguée 3 ans après l'apparition de l'épidémie, mais 15 mois seulement après la mort d'Alphonse XI, victime de la peste, en mars 1350. Et c'est son fils, Pierre Ier, qui lui succède et qui n'a que 16 ans. Et en France, l'ordonnance de Jean le Bon est promulguée 4 mois après son couronnement. La deuxième différence, c'est la forme parlementaire. Tandis qu'en Angleterre, le Parlement anglais s'abstient de se réunir pendant que la peste sévit, amenant le roi Édouard III à promulguer l'ordonnance de sa propre autorité. Dans le cas provençal, ce qui se joue est l'autonomie arrachée aux officiers angevins d'origine napolitaine. C'est là-dessus que je voudrais terminer, sur cette dimension politique de la législation qui ne saurait être sous-évaluée. C'est, à tout le moins, une mutation dans la gouvernementalité et l'exercice du pouvoir. On punit
les rassemblements des travailleurs qui pourraient se coaliser pour faire augmenter leur salaire, 50 livres d'amende, et s'ils ne peuvent payer, l'amputation de la main. On leur interdit de rompre le contrat avant terme et de circuler librement, et tout cela, effectivement, crée les conditions de ce que Robert Castel appelle la déconversion de la société féodale, c'est-à-dire une sorte de tension entre un modèle réglementaire qui va s'alourdir et une mobilité qui, de toute façon, on va le voir la semaine prochaine, vraisemblablement plus forte que toute. Comment trouveront-ils à résister? Par quelle ruse? Par quelle feinte? Par quelles astuces? Eh bien, la semaine prochaine, on évoquera ces arts de la résistance mis en œuvre dans la seconde moitié du XIVe siècle, notamment en jouant sur le temps de travail. Et il en va effectivement de l'économie morale de la révolte, au sens de James Scott, d'Edward Thompson, et au sens aussi où Jean-Pierre Devroy, dont je m'empresse de dire qu'il sera le mois prochain notre invité et qu'il donnera des conférences sur l'économie morale de l'arrière-pays, comme il l'appelle, des paysans du haut Moyen-Âge. Jean-Pierre Devroy a utilisé ce concept d'économie morale pour analyser les capitulaires carolingiens qui mènent le combat contre la famine. Et c'est une manière de ne pas séparer la volonté de contrôler les approvisionnements et l'exigence de transformer les comportements. Si la peste est bien dans le préambule de l'ordonnance provençale un châtiment divin envoyé pour punir les péchés des hommes, le fait de demander un salaire 2 fois supérieur à ce qu'il était avant l'épidémie est une faute plus effroyable. Horrendum, dit le texte. Pour l'ordonnance anglaise, il s'agit d'incommodité, pour l'ordonnance française, de convoitise, de fraude, de moult inconvenances, de salaires déraisonnables, pas encore de péché. Mais le ton se durcit au fur et à mesure de la réitération du texte. Et en 1354, en France, on parle toujours des ouvriers gourmands, friands ou fainéantifs, mais le roi doit extirper de leur cœur le mal fait et le mal exemple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'économie morale n'est en rien la moralisation de l'économie. Ça veut dire que, comme le dit Didier Fassin, l'économie morale, c'est la production, la répartition, la circulation et l'utilisation des sentiments moraux, des émotions et des valeurs, des normes et des obligations dans l'espace social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en prenant ces textes comme des textes, dans leur puissance narrative, on n'émousse en rien leur efficace politique. Au contraire, on rend compte de cet effet de la peste noire qui me semble le plus évident pour l'histoire des pouvoirs et que j'appellerais volontiers, avec Michel Foucault, une immense possibilité de discours. L'expression vient de sa préface à ce qui aurait dû être une anthologie d'existence, La vie des hommes infâmes. Cette immense possibilité de discours, c'est celle que porte le pouvoir dès lors qu'il guette, qu'il marque, qu'il classe, qu'il trace, en partant à la rencontre de ces vies infimes devenues cendres dans les quelques phrases qui les avaient abattues, je cite évidemment Michel Foucault. Le philosophe cherchait à saisir ce pouvoir de dénomination. Or, ce pouvoir de dénomination, cette efficace du discours qui est au cœur de cet effort législatif, quelle que soit effectivement son application, et elle fut réelle. Elle engage l'économie morale en ceci que ce pouvoir est proprement contagieux, comme l'a montré Giacomo Todeschini dans un livre magnifique traduit en français sous le nom « Au pays des sans noms », qui montrait comment s'élargissait l'infamie à partir de cette volonté du pouvoir de désigner ceux qui, au fond, étaient hors du crédit, de la réputation. Ça permet peut-être de lire et de comprendre une incise étrange de l'ordonnance française, sur laquelle je vous laisse. On permettait aux ouvriers, dont les salaires étaient donc ramenés à ce qu'ils étaient avant la peste noire, s'ils n'avaient pas assez, d'exercer, en plus de leur travail salarié, la tâche de maître fifi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire vidangeur des fausses d'Aisance. Et on menace d'une amende quiconque oserait les moquer. Qui oserait les moquer? Ni vous ni moi, sans doute. Mais d'où vient alors cette métaphore meurtrière qui rend toujours plus contagieuse l'imputation d'infamie? Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'infamie des vidangeurs? Nous sommes toujours au bord de cette question, elle aussi des plus déplaisantes. Mais je me garde bien d'y plonger pour l'instant. À la semaine prochaine.